Pour la Journée mondiale de l'aide humanitaire, Carnet de bord humanitaire s'est associé à la Cité de la Solidarité Internationale et 3 médias indépendants que sont Alternative Humanitaire, Éco-Solidaire et Périple Humanitaire, afin de vous parler de l'impact du dérèglement climatique sous l'angle humanitaire. Et à cette occasion, j'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec Véronique de Geoffroy, directrice du groupe Urgence Réhabilitation Développement, et Thuy Binh Nguyen, référente technique en réduction des risques de catastrophe pour la Croix-Rouge française. Bon visionnage. Dis papy carnet de bord, tu me racontes une histoire? Qu'est-ce que tu dis? Raconte-moi une histoire qui fait peur. Une histoire avec des zombies? Non, pas avec des zombies. Une histoire avec des fantômes alors? Non, pas avec des fantômes. Ça existe même pas les fantômes. Une histoire qui fait peur. Ah, je crois avoir trouvé. Il était une fois une planète où vivaient 7 milliards d'êtres humains. La cohabitation n'était pas toujours facile, mais en l'espace d'un siècle et demi, le génie de certains et la soif de progrès de beaucoup d'autres ont permis une véritable amélioration des conditions de vie dans le monde. Mais cette frénésie n'était pas sans conséquences. Dans le même temps, des tonnes et des tonnes de déchets, ainsi que d'innombrables litres de substances toxiques et de gaz étaient rejetés dans la nature. Alors très vite, cette belle planète a fini par perdre la tête et les désastres en tout genre ont commencé à se multiplier partout sur le globe. La montée des eaux, accentuée par l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des cyclones, a commencé à inonder de façon permanente certains pays d'Asie du Sud-Est, poussant des millions de personnes à se déplacer. De l'autre côté du globe, des milliers de personnes ont également été forcées de se déplacer pour fuir les tensions et les violences provoquées par les sécheresses et des pénuries d'eau de plus en plus longues. Et puis d'innombrables espèces vivantes ont disparu, la dégradation des sols a abouti à la baisse de la production agricole, les épidémies se sont multipliées, tout comme la destruction des forêts, la fonte des pôles et du permafrost, la persécution des minorités, les Papy glissements de terrain. carnet de bord, arrête. Elle fait trop peur ton histoire. Mais c'est normal qu'elle fasse peur. C'est parce que c'est une histoire vraie. Carnet de bord, raconte-nous une histoire. Carnet de bord, raconte-nous 2 histoires. Carnet de bord. Le réchauffement climatique, ça fait longtemps qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Notre planète est entourée d'une enveloppe gazeuse, que l'on appelle l'atmosphère, et celle-ci a rendu possible la vie sur Terre. L'atmosphère agit effectivement comme un bouclier naturel contre une grande partie des rayons nocifs du Soleil, les rayons ultraviolets notamment, mais elle permet aussi de maintenir la planète à une température qui soit favorable au développement de la vie. En effet, grâce aux gaz naturellement présents dans l'atmosphère comme le dioxyde de carbone, le CO2, une partie de l'énergie émise par les rayons du Soleil est retenue sur Terre, ce qui contribue à réchauffer la planète. C'est ce que l'on appelle très communément l'effet de serre, et celui-ci permet que la température moyenne sur Terre soit de 15 degrés Celsius. Alors qu'à l'inverse, si ce phénomène naturel n'existait pas, la température maximale sur Terre n'excéderait pas les moins 19 degrés, ce qui a de quoi jeter un sérieux coup de froid. Sauf que depuis la révolution industrielle au XVIIIe siècle, les activités humaines ont massivement reposé sur l'utilisation généralisée de combustibles fossiles, comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel par exemple. Le problème, c'est que l'utilisation de ces combustibles contribue également à l'émission d'immenses quantités de CO2, qui aujourd'hui atteignent une concentration dans l'atmosphère plus haute qu'il y a 3 millions d'années. Mais en quoi c'est un problème s'il s'agit du même gaz qui maintient la planète à une température idéale? Eh bien parce que s'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie des rayons solaires est davantage retenue, et cela contribue inévitablement à l'augmentation anormale de la température sur Terre. Et c'est ça que l'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique. Et c'est au réchauffement climatique que l'on fait également référence lorsque l'on observe des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, comme c'est le cas de plus en plus régulièrement, notamment... Excusez-moi. Vous êtes qui, vous? Oui, pardon de vous interrompre, mais je voulais apporter une clarification à vos propos. De quoi vous me parlez? Mais oui, je voulais entendu mentionner le réchauffement climatique pour faire référence à la multiplication des catastrophes naturelles. Je m'excuse, mais il serait plus correct de parler de changement climatique. Ah bon? Et c'est pas la même chose? Mais non! La notion de réchauffement fait spécifiquement référence à la hausse des températures et suppose dans sa formulation que cette hausse est continue et homogène, c'est-à-dire la même partout sur la planète. Or, ce n'est pas le cas. Par endroits, la température augmente 2 fois plus vite qu'ailleurs, comme c'est le cas en Antarctique, tandis que certaines régions subissent encore des hivers plus rudes que les années précédentes. C'est pourquoi il est plus correct de parler de changement climatique quand on fait référence à la multiplication
et l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Vous comprenez la nuance? Oui, enfin, oui, mais là c'est mon émission, vous êtes en train d'interrompre. Vous assure, la nuance est importante. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en anglais on dit climate change. Climate change, changement climatique, ça fait du sens, non? Ouais, enfin, sinon j'ai qu'à dire dérèglement climatique et comme ça va à tout le monde. Voilà. Ce n'est plus un secret pour personne, le dérèglement climatique est réel, et celui-ci contribue à l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ces phénomènes ont progressé de près de 35% depuis 1990 et ont été responsables de 83% des catastrophes d'origine naturelle recensées entre 2010 et 2020. Mais l'impact du dérèglement climatique ne se mesure pas qu'avec des indicateurs de fréquence ou d'intensité. Effectivement, les effets du dérèglement climatique sont tout aussi inquiétants en termes de bilan humain, puisqu'en l'espace de seulement 10 ans, 1,8 milliard d'individus, soit une personne sur 4 dans le monde, ont subi les effets d'une catastrophe météorologique au travers de la destruction de leur habitation, la perte de moyens d'existence ou l'obligation de se déplacer. Et ce bilan humain est d'autant plus élevé dans les États les plus fragiles, soit parce qu'ils ne disposent que de très faibles capacités de préparation et de réponse à la survenance de catastrophes, soit parce qu'ils sont déjà affectés par une crise humanitaire. One of the big problems of climate change is what we say the overlapping vulnerabilities or how it intertwines with other humanitarian crises. In many countries, the climate change push another what we say risk factors and make it worse and make it more complicated to handle. Climate change has impacts on ongoing crises. It can also initiate new crises, new conflicts. It would causing displacement, it would lead to epidemics, it would cause a huge food insecurity problems. So all these things has been intertwined together and make climate change as another layer and which make the situation more and more complicated. Ce constat est d'autant plus inquiétant que le GIEC, cet organe international qui regroupe plusieurs scientifiques chargés d'analyser l'évolution du dérèglement climatique, a annoncé dans son tout dernier rapport que les événements climatiques extrêmes vont non seulement continuer à s'intensifier et voir leur fréquence augmenter, mais qu'ils impacteront également toutes les régions du globe sans exception. Sauf que si les phénomènes météorologiques extrêmes touchent de plus en plus les pays du Nord, ça va vite poser un problème de taille pour le financement de l'assistance humanitaire internationale, qui dépend majoritairement de la contribution de ces États. Pour la question du dérèglement climatique, si on se projette dans l'avenir, on est du coup face à une explosion des besoins dans les pays fragiles, mais pas que, aussi dans les économies dites développées, les pays du Nord, avec du coup des enjeux de prise en charge des besoins domestiques, en même temps qu'il y a une explosion des besoins au niveau international. J'ai peur que, en fait, petit à petit, l'avenir, ça soit peut-être une réduction de la solidarité internationale, si on n'y prend pas garde. On voit bien qu'il y a des États qui se referment sur leurs enjeux nationaux. Beaucoup d'États sont à risque de voir arriver au pouvoir des autorités et des élus qui vont vraiment privilégier la Corrèze plutôt que le Zambèze, et pour des raisons idéologiques, quoi. Et le rapport, le Global Humanitarian Assistance, démontre que sur l'année 2020, il y a eu un écart sans précédent entre les besoins et la capacité de financement. Et pour moi, c'est vraiment à l'image de l'avenir. Par conséquent, la difficulté qui s'impose aux organisations humanitaires est double. D'un côté, elles doivent répondre à des besoins qui ne cessent de croître chaque année, tandis que de l'autre, les moyens qu'on leur accorde seront de plus en plus limités. Mais fort heureusement, les programmes d'assistance qu'elles mettent en œuvre comportent déjà des stratégies d'adaptation au dérèglement climatique. On l'a vu plus tôt, c'est déjà un quart de la population mondiale qui a vu son mode de vie durablement affecté suite à la survenance d'une ou de plusieurs catastrophes météorologiques de grande ampleur durant les 10 dernières années. Et au regard de l'évolution de la crise climatique, il n'est plus suffisant d'envisager l'action humanitaire comme une simple réponse aux situations d'urgence. Chaque intervention doit dorénavant intégrer des mesures de prévention contre les effets du dérèglement climatique, et c'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de projets comportent un ou plusieurs volets consacrés à la réduction des risques de catastrophes. L'objectif de la réduction des risques de catastrophes, qui se dit aussi Disaster Risk Reduction en anglais, c'est de renforcer la résilience des communautés les plus fragiles en leur donnant les moyens de s'adapter au changement climatique et leur permettre de mieux se relever dans l'hypothèse où un nouveau désastre venait à se produire. Concrètement, ces mesures d'adaptation sont aussi diverses que variées puisque les risques et les menaces ne sont pas les mêmes d'un contexte à un autre. Il peut donc s'agir de former les associations et les acteurs locaux à la prévention des risques, à mettre en place des plans de contingence ou à instaurer des systèmes d'alerte précoce par exemple.
Mais le plus simple encore, c'est de s'inspirer de ce qui existe déjà, comme avec les Nature-Based Solutions, c'est-à-dire les solutions fondées sur la nature. Il s'agit en effet d'une stratégie de plus en plus favorisée par les organisations humanitaires, puisqu'elle possède de très nombreux avantages, comme nous l'explique Thuy Binh Nguyen de la Croix-Rouge française. A classical example for many people who work in disaster risk reduction knows is that instead of constructing a dam and dike, we plant mangroves to protect the coast. It is very much useful for community, for local community, for coastal protection, for prevention of storms, of floods, of sea erosions. And in terms of climate change mitigation, the mangrove absorb very well carbon dioxide. It absorbs even several times better than a mature tropical forest. In terms of climate change adaptation, the mangroves can absorb the energy of storms, and just a 100 wide strips of mangrove can reduce the destructive force of waves by 90%. And apart from climate change mitigation, climate change adaptation, the mangrove is really a heaven for biodiversity protection. It is the nursery for fish. And economically speaking, planting mangroves is 2 to 5 times cheaper than building dike. Et pour que tout ça fonctionne, comme n'importe quel autre projet d'assistance humanitaire, il est primordial d'impliquer les communautés locales dès le début du processus de réflexion de réduction des risques de catastrophe. Les communautés locales disposent effectivement de connaissances relatives à leur environnement que les experts humanitaires ne disposent pas nécessairement, et l'échange d'observations de toutes les personnes concernées permet ainsi de garantir la compréhension et l'acceptation des solutions proposées. Mais l'importance pour les organisations humanitaires de collaborer à 360 degrés ne se limite pas qu'à l'échelle de la communauté, puisqu'elle doit aussi s'étendre aux acteurs du développement, comme nous l'explique Véronique de Geoffroy du groupe ERD. Je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire sur le renforcement des liens avec les acteurs du développement qui, eux, peuvent réfléchir bien en amont des crises dans l'anticipation et la préparation, mais avec les acteurs humanitaires. Pendant longtemps, les acteurs humanitaires ont pensé que ces enjeux-là étaient tellement des enjeux de long terme que nécessairement, c'était les acteurs du développement qui étaient en charge de réfléchir à tout ça. Le problème, c'est que les acteurs du développement, ils ne sont pas toujours très aguerris à réfléchir, oui, le jour où il y a une crise, qui doit répondre et qui faut-il renforcer en amont de la crise pour préparer la réponse. Et là, il y a vraiment des combinaisons à faire entre acteurs humanitaires et de développement, parce que c'est ceux qui sont dans la réponse à la crise qui ont plus conscience des enjeux de préparation aux crises. Mais en général, ils ne sont pas sur les terrains avant la crise. Donc là, il y a vraiment un enjeu à retisser du lien aussi avec les acteurs du développement. Enfin, et parce qu'elles sont les témoins directs de l'impact du dérèglement climatique sur les communautés les plus fragiles, il me semble pertinent de dire que les organisations humanitaires devraient prendre davantage position à ce sujet. Elles disposent en effet d'autant de légitimité que de crédibilité pour non seulement témoigner, mais aussi pour dénoncer publiquement l'injustice climatique à laquelle sont exposées les populations les plus vulnérables. D'autant plus que beaucoup de ces communautés n'ont finalement que très peu participé à l'explosion des émissions de gaz à effet de serre. Excusez-moi. Oh non, quoi encore? Dites, donne-moi l'idée de critiquer l'action des ONG, hein. Mais c'est un peu gonflé ce que vous venez de dire. Il faudrait tout de même pas sous-estimer le rôle que les organisations humanitaires jouent elles aussi dans l'augmentation des gaz à effet de serre. De là à dire que l'humanitaire a une part de responsabilité dans le dérèglement climatique, je dis ça, je dis tout, hein. Non mais faut pas exagérer non plus, hein. Mais je vois ce que vous voulez dire. J'avais de toute façon déjà prévu d'en parler. Je sais, c'est paradoxal. Et pourtant c'est bel et bien le cas. L'action humanitaire est également une source non négligeable d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi, puisque le mode opérationnel de l'action humanitaire est extrêmement dépendant des énergies fossiles. Je vous explique. Pour répondre à une urgence, les organisations humanitaires peuvent notamment envoyer des travailleurs internationaux. Sur place, la faiblesse des infrastructures qui fournissent de l'électricité impose très souvent de recourir à l'usage d'un groupe électrogène qui fonctionne à l'essence ou au fioul. Pour se rendre dans les zones d'intervention, il faut également utiliser des véhicules tout-terrain qui sont certes très résistants, mais aussi gourmands en carburant. Et lorsque les voies d'accès habituelles sont inaccessibles, comme c'est le cas dans certaines régions reculées au Soudan du Sud durant la saison des pluies, il n'y a pas d'autre choix que de faire appel à un avion pour larguer le matériel destiné aux communautés aidées. Mais ce matériel, lui aussi peut avoir une empreinte carbone très lourde s'il n'a pas été produit dans le pays d'intervention. Alors certes, l'empreinte environnementale de l'action humanitaire est très largement symbolique si on la compare à l'industrie pétrolière, à celle du bâtiment ou du textile notamment. Mais il n'empêche, l'exemplarité à laquelle s'attache l'humanitaire exige que des efforts soient menés en ce sens, à l'image de l'initiative du réseau Environnement Humanitaire sous l'égide du groupe ERD. Oui, on en entend peu parler dans la presse grand public,
Mais il y a une vraie prise de conscience depuis 1 an ou 2 de la responsabilité pour les acteurs humanitaires de s'interroger sur leur mode d'action pour la réduction de l'empreinte environnementale. Pas plus tard qu'en fin 2020, il y a eu une déclaration d'engagement d'un groupe d'ONG humanitaires au niveau français, avec des engagements très très forts de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. À ce jour, 10 ONG françaises ont signé cette déclaration d'engagement qui est toujours ouverte à signature aux autres organisations humanitaires qui voudraient s'inscrire dans cette démarche de responsabilité environnementale. Et c'est dans le même esprit que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a rédigé une charte sur le climat et l'environnement afin d'encourager les acteurs humanitaires à réduire leur empreinte carbone et environnementale. Et même si la tâche s'annonce lourde et difficile, il reste possible de revoir certains aspects du mode opérationnel des organisations humanitaires sans que cela impacte négativement leur capacité d'intervention. I think preparedness anticipation is the key. For example, if we can prepare, instead of sending an expert from Paris to Sudan, we can sending someone from neighboring countries. We can building local capacity, building regional capacity, and then it would be quicker. So localization of aid, localization of expertise, resources, anticipation, preparedness, I think can be a balance between saving life and also without doing harm to the environment and the ecosystem. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur le défi que pose le dérèglement climatique au monde humanitaire, je vous conseille vivement de consulter le 11e numéro de la revue Alternative Humanitaire, dans lequel les rédacteurs analysent de quelle manière l'action humanitaire doit comprendre, anticiper et s'adapter à ces enjeux environnementaux. Et n'hésitez pas également à aller voir les publications de la Cité de la Solidarité Internationale, d'Éco-Solidaire et de Périple Humanitaire. C'est tout pour cette fois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans un prochain épisode long format pour continuer à décrypter le monde humanitaire. Merci et à bientôt sur Carnet de bord humanitaire. Over and out.